Bonsoir et bienvenue dans Décodons l'éco. On connaît l'économie sonnante et trébuchante, mais l'économie inclut aussi tout un réseau d'associations, de coopératives ou même d'entreprises dont l'objectif n'est pas de faire des bénéfices, mais d'œuvrer pour un projet social ou environnemental. On appelle cela l'économie sociale et solidaire. Pour en parler ce soir, je suis accompagnée par Samuel Gorouna. Bonsoir. Bonsoir. Samuel, tu es enseignant-chercheur en sciences économiques et directeur du campus de Baco. L'Université de la Nouvelle-Calédonie est partenaire de cette émission. Alors Samuel, les associations créent elles aussi de la richesse au pays ? Oui, c'est vrai que leur but premier, ce n'est pas forcément de créer du profit. Par contre, créer de la richesse par leurs activités, par leur production. Et on peut avoir de la production, par exemple, pour ce qui est environnemental, quand on fait du reboisement, on a de la production, on crée des emplois. Et pareil aussi, sur l'économie sociale solidaire, on va avoir aussi des associations ou des structures qui vont du coup faire du lien social. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être immatériel, mais qui est aussi de la production. C'est une forme de richesse. Justement, nous irons à la Fédération des œuvres laïques à Nouméa. Formation, centre de loisirs ou accueil des formations, la FOL incarne l'économie sociale et solidaire de bien des manières. Sa directrice nous expliquera comment. Puis nous aurons aussi à Dimbéa, où l'association Label Terre va récupérer des cocos chez des particuliers pour les transformer et les revendre. Objectif, financer l'achat de plants pour aider l'association Calédocline à reboiser le pays. Nous verrons comment le monde associatif peut créer de la richesse. L'économie sociale et solidaire, c'est tout de suite dans Décodons l'éco. Alors l'économie sociale et solidaire, ça représente à peu près combien d'associations ou d'entreprises en Calédonie ? Alors l'économie sociale et solidaire, vous avez effectivement les associations, les mutuelles, aussi les coopératives et quelques entreprises, mais c'était très spécifique. Alors en Calédonie, c'est entre 13 000 et 14 000 structures du coup qui sont inscrites au RIDET, mais la très grosse majorité, 93% de ces structures sont des associations. Alors il y a une étude actuellement qui est menée avec l'AFD pour évaluer un peu ce que représente l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, l'évaluation est à 1,7 de PIB calédonien. C'est-à-dire de richesse créée dans le pays. L'économie sociale et solidaire représente à peu près 2% de la richesse créée. C'est ça. Et 2%, c'est équivalent au secteur de l'agriculture et de la pêche en Calédonie. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important. Et si on regarde les emplois, ça va représenter 8% du coup des emplois privés. Et ça correspond à peu près au secteur de la construction qui est à 8,9%. Donc là, effectivement, c'est quelque chose de significatif également. Alors parmi ces très nombreuses associations, il y a la Fédération des œuvres laïques à Nouméa. Elle pratique au quotidien l'économie sociale et solidaire. Sa directrice Gladys Mendez nous explique comment. Bienvenue à la FOL, un espace, une association d'éducation populaire, d'économie sociale et solidaire. Et voici son tiers-lieu, Tarania. Le tiers-lieu, c'est un des concepts de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des espaces physiques pour faire ensemble. À la FOL, les locaux et le matériel sont à la disposition des différents partenaires. Alors ici, on arrive à la cafétéria, un espace très occupé. Donc la cuisine, qui est l'espace pour les salariés de la FOL et qui est aussi utilisée par les associations. Les formations aussi, on a des formations pratiquement tous les jours. C'est les moments de discussion qui s'enclenchent. C'est un espace presque crucial dans un tiers-lieu parce que les gens vont pouvoir venir communiquer entre eux. Donc la FOL, c'est une association, loi 1901. Elle reçoit des subventions publiques. Ça correspond, ces subventions, à 30% aujourd'hui de notre budget de fonctionnement. Les 70 autres % sont sur fonds propres liés à nos activités. Alors, les objectifs de la FOL, c'est principalement l'accès pour tous. L'accès pour tous va se voir dans différentes activités. Ce sont des objectifs d'intérêt public. Donc, par exemple, pour les centres de loisirs, c'est d'accueillir différents publics valides, mais aussi publics en situation de handicap. La colline de la FOL, lieu emblématique, fait l'objet actuellement d'un projet de rénovation. Donc ici, on est sur le futur projet tiers-lieu qui est constitué à partir d'une SCI comme montage, un montage innovant où l'AFOL en tant que privé et la province sud, donc deux associés, ont monté une SCI. Le projet est financé par un contrat de développement, donc financement public, 5 financeurs, les 3 provinces, le gouvernement et l'État.
Alors on vient de voir l'exemple d'une association, mais l'économie sociale et solidaire peut prendre d'autres formes. Samuel l'a dit, l'Agence française de développement mène actuellement une grande étude pour caractériser ce secteur au pays. Quel est le point commun entre tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire? Écoutez Kim Locarnielli, il est chargé de mission à l'AFD. Donc l'économie sociale et solidaire est définie par la loi métropolitaine de 2014 comme un mode d'entreprendre et de développement économique qui s'applique à tous les secteurs de l'activité humaine. Et elle a trois critères principaux, donc le but social ou environnemental, la recherche d'un but social ou environnemental, la mise en place d'une gouvernance démocratique au sein de la structure, et puis le principe de réinvestissement majoritaire des bénéfices dans la structure au bénéfice du but social ou environnemental recherché. Donc, la loi définit également 4 grandes familles de l'ESS qui sont les acteurs historiques et traditionnels, que sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations, qui sont par leur statut membres de droit. Et elle définit également une 5e famille de l'ESS qui sont les entreprises commerciales, si elles justifient du respect des critères énoncés précédemment, qui sont le but social, la gouvernance démocratique ou le réinvestissement des bénéfices au sein de l'entreprise. Samuel, tu peux nous donner quelques exemples de ces structures en Calédonie? Merci, on a parlé tout à l'heure des associations, il y a aussi des mutuelles, cela a été dit. Et peut-être que quelque chose que tout le monde a connu en Calédonie, historiquement, on a eu beaucoup de coopératives, les coopératives agricoles notamment, où l'idée c'est que les exploitants se partagent une infrastructure et donc du coup se mettre ensemble pour investir dans l'infrastructure. Et l'infrastructure peut être utilisée à chacun à son tour, notamment pour ce qui est des centres de tri, par exemple, pour des légumes et des productions, etc. Et donc c'est quelque chose qui existe en Calédonie. On va se tourner maintenant vers quelques exemples ailleurs dans le monde. Pour cela, Laïsa Roy nous rejoint. Bonsoir Laïsa. Bonsoir. Alors Laïsa, comme Samuel, tu es enseignante-chercheur en sciences économiques à l'UNC. Tu as sélectionné 2 exemples pour nous montrer qu'on peut pratiquer l'économie sociale et solidaire à grande échelle, si on peut dire. Et on commence avec une multinationale de l'économie sociale et solidaire. Oui, on peut parler de multinationale, effectivement. Il s'agit de la plus grande entreprise sociale d'Europe, qui s'appelle le groupe SOS, fondé en 1984. Et qui aujourd'hui regroupe pas loin de 600 établissements divers et variés. Parmi ces établissements, il y a des hôpitaux non lucratifs, des EHPAD, des crèches, des établissements culturels, des épiceries solidaires, des petits cafés dans des villages isolés, tout comme des ONG internationales. Et ces établissements, l'ensemble de ces établissements sont présents dans 44 pays, sur pratiquement tous les continents, Amérique latine, Afrique, Europe et Asie. Il n'y a plus qu'à rajouter l'Océanie. Et ce sont plus de 20 000 personnes qui sont employées en fait, par le groupe SOS, avec une échelle des salaires qui est encadrée, aucun actionnaire. Et malgré tout ça, ils arrivent à garder une gouvernance démocratique qui est un des critères dont on a parlé tout à l'heure. Oui, le but social, on peut cocher la case, la gouvernance démocratique aussi, et 100% des profits réalisés par le groupe sont réinvestis en faveur d'actions sociales et environnementales, avec un impact estimé sur 1,7 million de personnes. Alors ton 2e exemple concerne le commerce équitable, qui est une autre facette de l'économie sociale et solidaire. Oui, alors là il s'agit du groupe Alter Eco, qui est très connu, qui est donc la première marque de commerce équitable à avoir investi les supermarchés et aussi l'un des premiers groupes à avoir instauré la compensation carbone de ses activités. Donc c'est une marque qui au départ était juste une boutique de commerce équitable en 1998. Donc commerce équitable, ça repose essentiellement sur 3 piliers. D'abord l'interdiction du travail des enfants, ensuite des partenariats noués entre les acheteurs et les producteurs sur des longues périodes, et aussi et surtout un prix juste, un prix rémunérateur pour les productions. Un prix qui puisse couvrir non seulement le coût de la production, mais aussi le coût de la vie des producteurs et de leurs familles. Ça aide à envoyer les enfants à l'école plutôt que de les faire travailler au champ. Et puis un prix qui inclut aussi une prime qui permet en fait de développer l'exploitation de manière durable. Et aujourd'hui, du coup, Alter Eco, ce n'est plus cette petite boutique de commerce équitable, c'est un grand groupe qui est à la tête de 26 coopératives, qui rassemble près de 4000 familles sur tous les continents, presque, il manque encore l'Océanie, et avec des productions bio, alors le riz, le sucre, le thé, le café, le chocolat, par exemple. Qui sont justement des filières où les conditions de travail sont souvent décriées. Oui,
Et justement, l'exemple d'Alter Eco montre aussi que les consommateurs ont un rôle à jouer en fait, pour avoir des garanties et une traçabilité sur l'impact non seulement social, mais aussi environnemental de leur consommation. Merci Laïsa pour ces explications. Alors Samuel, on voit avec ces deux exemples que ce n'est pas parce qu'on fait de l'économie sociale et solidaire qu'on se cantonne à l'économie locale finalement. Oui, effectivement, à l'échelle mondiale, il y a de plus en plus de consommateurs qui sont prêts à payer pour certains produits et la Calédonie, avec des produits de qualité, pourrait essayer de conquérir ce type de niche. Oui, parce que ce qui est souvent mentionné comme nos points faibles, la cherté de la vie ou la cherté le coût du travail, finalement, ça peut être des atouts pour l'économie sociale et solidaire. Effectivement, il y a des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher avec un produit de qualité vis-à-vis de la production humaine du produit, mais aussi son impact environnemental et aussi tout son impact social. Et donc là, à l'échelle mondiale, ça peut être aussi un argument marketing, et ça se fait. Le commerce équitable en est un bel exemple. Vous pouvez avoir des produits commerce équitable vendus dans des grandes surfaces aux États-Unis, en Europe, etc., etc. Et la Calédonie pourrait y prendre part. On cite souvent l'exemple d'une production qui peut être un peu plus chère, comme le Santal à marée, mais qui, du fait de la production avec la collaboration des populations autour, des tribus, etc., va avoir une image de marque plus sociale que d'autres types de produits. Alors tu as parlé du lien avec les tribus. Est-ce que les GDPL pourraient s'inclure dans l'économie sociale et solidaire? Alors les GDPL, ce sont les structures qui permettent aux tribus de participer à des projets économiques ou des clans. Oui, alors si on peut avoir deux raisonnements. Il y a le raisonnement juridique et les critères ont été évoqués tout à l'heure par l'AFD. C'est vrai que si on regarde uniquement l'aspect juridique et le fait que les structures de l'économie sociale et solidaire doivent avoir une prise de décision qui doit être démocratique, et puis après quel type de distribution sur les revenus, pas du profit qui revient à des actionnaires, mais une distribution auprès des populations ou en tout cas des membres. C'est vrai que d'un point de vue juridique, les GDPL n'ont pas ces statuts-là. Et ça a été fait à l'époque avec l'idée que les populations doivent maintenir leur tradition et leur façon de fonctionner. Donc d'un point de vue juridique, c'est vrai que la question se pose du statut, mais si on regarde d'un point de vue pratique et dans les traditions et ce qui se fait dans de nombreuses tribus, en fait les GDPL, c'est un moyen avec les populations d'intégrer des marchés, mais avec un fonctionnement qui est certes traditionnel, mais avec une prise de décision qui est collective. Et quand ces structures arrivent à avoir un peu d'argent, et ça s'est vu autour de l'usine du Nord par exemple, et ben, du coup les populations soit achètent des tôles pour la tribu, soit des planches, certains ont rénové des maisons communes, et certains qui arrivent à faire des projets plus élaborés vont même jusqu'à donner quasiment des types de bourses pour des enfants qui rentrent au primaire, au collège, etc. Donc il y a quand même un raisonnement qui est très collectif, mais c'est vrai que c'est pas dans le statut. C'est pas officiel. C'est ça. Alors il y a aussi tout un pan de l'économie qui est moins structuré, qu'on appelle l'économie informelle, qui pourrait s'intégrer à l'économie sociale et solidaire. À ce sujet, écoutez de nouveau Kim Locarnielli de l'AFD. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs sujets qui doivent être contextualisés au pays, et notamment la place de la coutume ou encore l'économie informelle. Ce qui est assez intéressant de voir avec l'économie informelle, c'est qu'il y a plusieurs liens qui peuvent être tirés avec l'ESS. Si on prend l'exemple que tout le monde connaît, la vente de brochettes, la vente de brochettes est organisée collectivement à un but de créer du bénéfice financier pour que ce bénéfice financier puisse être ensuite mis au service d'un but social, d'une cause sociale. On peut, par exemple, parler d'aider un étudiant à partir faire ses études en métropole ou d'aider une personne à accéder à des soins en Australie. Donc l'idée derrière ça est de voir comment est-ce que l'économie informelle et l'économie sociale et solidaire pourront interagir le mieux possible afin d'accompagner les personnes qui le souhaitent à réaliser leur projet ou mettre en œuvre leur projet. Dans le même esprit, on peut citer tous les petits marchés de bord de route. Oui, effectivement, il y a ce qui est informel, il y a de l'informel marchand, donc bord de route, marché de bord de route, on vend des choses, puis il y a aussi de l'informel, mais qui est non marchand, des produits que l'on consomme. Donc souvent on va parler d'agriculture vivrière, par exemple. Et l'IAC a fait des études sur le sujet, et ce qu'on constate, c'est que la production, par exemple, végétale en tribu, l'IAC l'évalue
à 120 000 francs par an si on estime une valeur monétaire. Et si on ajoute tout ce qui est non marchand, ça va monter jusqu'à 900 000 francs par an. Donc on multiplie par 7 les productions en fait, et la richesse. Si on ajoute ce qu'on cultive, ce qui peut être donné ou échangé, c'est ça? C'est ça, et que du coup on ne vend pas. Pareil, l'IAC démontre aussi que dans tout ce qui est hors tribu, donc en brousse, il y a à peu près la même idée. Il y a environ 1,2 million de francs par an si on évalue le revenu de la production végétale. Par contre, si on ajoute le non marchand, on est 1,5. Donc on multiplie par 1,2 également ce revenu-là. Donc effectivement, c'est un apport important pour les familles. Alors l'IAC a en effet mené une étude poussée en Nouvelle-Calédonie en 2010. Cette étude a été mise à jour sur la population Vauconé, Pointe-Bout et Poya en 2018. Quel rôle a joué cette économie informelle ces 10 dernières années dans une zone qui a connu un boom puis un ralentissement de l'activité? La réponse de Séverine Boire de l'IAC. Les revenus, ils ont eu tendance à diminuer, surtout la part des salaires et des activités indépendantes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les petites activités agricoles, non professionnelles, en fait, elles ont été réinvesties dans la vente et ils ont été en partie vendus. On a une augmentation en moyenne de 40% des revenus issus de la vente des productions végétales. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que cette petite activité agricole qui est informelle, qui est plutôt du côté du non-marchand, parce qu'elle est pour l'autoconsommation et pour les coutumes, elle peut devenir un amortisseur social et économique. Et elle traduit également une autre dynamique sur la zone de Vauconé, Pointe-Bout, Poya, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle population, des clients, et qui crée des nouvelles opportunités de vente dont les populations sont en capacité de se saisir. Alors l'économie sociale et solidaire est un bon outil aussi en période de crise économique? Oui, en période de crise, mais aussi en période normale, d'activité normale. On a en Calédonie pas des dispositifs comme on peut en trouver en France, le RSMA, ce qui était le RMI auparavant. Donc il n'y a pas de revenus d'insertion. Donc les jeunes qui sont sur le marché de travail sans emploi, qui n'ont pas de revenus à côté, souvent ça a été un amortisseur pour ces populations-là qui sont, beaucoup sont restés en tribu, mais il y a aussi hors tribu des gens qui cultivent et qui vivent de la pêche, de la chasse, etc. Donc effectivement, l'étude de l'IAC démontre bien pour les populations en tribu, mais aussi pour toute la brousse, des activités qui sont importantes à ce niveau-là. En effet, et même en zone périurbaine, comme on dit. Par exemple, l'association La Belle Terre à Dambéa mêle travail bénévole et travail rémunéré dans son projet baptisé La Récup, un reportage de Mara Lourde. Du coup, il y a un particulier qui nous a appelé pour qu'on récupère ces cocos, comme ça elles pourront être valorisées en aliments plutôt que de pourrir par terre. Et puis tous les 40, on va réussir à financer un arbre normalement auprès de Calédocline. Voilà, donc étape de transformation, on commence par casser la coco. On la casse un peu comme ça au-dessus du seau au cas où ça coule. Et on récupère l'eau le plus propre possible en la faisant. Voilà. Ça passe au râpage, ça passe au tamis. On propose de l'eau à la vente. On va proposer la coco râpée, le lait de coco qu'on va presser. On va faire des confitures aussi avec le lait de coco. On fait de la farine avec la fibre, on fait les fromages coco en lactofermentation, c'est de la conserverie en fait, on peut conserver le coco en bocaux. Et donc ces produits-là, ils sont disponibles directement auprès de l'association, on n'a pas de revendeur, on n'a pas tout ça, c'est que de la vente directe. No, I'm waiting for this day, for you, come across my way. La récup en fait, c'est né d'un constat, c'est qu'il y a énormément de nourriture qui jonche le sol calédonien et qui pourrit par terre chaque année. On est dans un pays qui importe beaucoup de sa nourriture, en fait, qui n'est pas du tout autonome. Et là, actuellement, la formule qu'on a trouvée, qu'on relance cette année, qu'on veut et qu'on espère viable, comme c'est une participation citoyenne, c'est bien que le projet il bénéficie à la communauté entière et pas seulement aux travailleurs qui font ce boulot-là. Et du coup, l'idée, c'était de reverser à une association une partie des revenus. Donc on s'est dit, quoi de mieux en récupérant les cocos que de financer un peu de reforestation. Et il y a quelqu'un qui fait ça très bien ici en Calédonie, c'est Calédocline. C'est-à-dire qu'eux, ils sont rodés pour le faire. Et donc on s'est dit, le mieux, ce serait de voir pour un partenariat avec eux. Alors, quoi de neuf? Ça avance bien. Combien de cocos là? Là, on est à 2398 cocos récupérés. Plus, ah oui. Ouais, net. Plus ce matin, là, on a fait 27. Ok, c'est combien d'arbres là déjà?
Là, 2398 divisé par 40. Tu vois, on va pouvoir atteindre les 200 arbres au final assez rapidement, je pense. Pour la prochaine saison. Il faudrait qu'on trouve un spot, ce qui serait pas mal vu que le lieu il prend vie à Dumbéa, ce serait de reforester à Dumbéa où ça avait bien brûlé. C'est vrai que le projet La Récup, pour nous, c'est un projet qui est important parce que ça fait partie des projets qui nous permettent de financer nos plantations. Il faut financer tout d'abord les arbres, il faut financer l'hydro-rétenteur, il faut financer le paillage, les piquets de marquage pour les arbres. Et puis bien sûr, les équipes qui vont travailler aussi et permettent de rendre la plantation possible. Nous, aujourd'hui, les actions elles sont financées à 60% par des initiatives privées. Donc, mises tout ensemble, en fait, c'est elles qui nous permettent d'exister clairement. Là, rien que pour les arbres, l'année dernière, on avait, pour toute la saison de plantation, on avait une dépense de 7 millions. En quoi ce projet, c'est de l'économie sociale et solidaire? Alors là, on voit bien le profit, c'est pas l'objectif premier. Et puis on voit bien aussi que dans les financements, ça a été un peu dit autour de la FOL, les financements publics n'y sont pas dans ce projet-là. C'est vraiment les initiatives privées, les personnes, les individus qui s'investissent pour cela. Alors c'est un peu un relais, quelque chose de complémentaire entre la puissance publique et les initiatives privées. Après, on a les critiquants autour de ça, c'est-à-dire que certains considèrent que c'est à la puissance publique de faire plus, et donc en faisant ça, évidemment, la puissance publique ne met pas d'argent pour la reforestation, etc. Mais il faut voir les choses comme étant complémentaires. Ces structures-là sont beaucoup plus petites et elles agissent, elles permettent de créer des activités par des petites ventes, elles permettent de créer des emplois, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de très complémentaire par rapport à ce que la puissance publique peut faire. Alors même dans ces projets qui restent à petite échelle, en tout cas pour l'instant, il faut quand même un capital de départ, ne serait-ce que pour financer la cuisine qu'on voit dans le reportage. Comment est-ce qu'on finance l'économie sociale et solidaire? Alors il y a plusieurs choses qui existent à l'échelle mondiale et à l'échelle française. Bon, c'est vrai que quand on a parlé tout à l'heure des marchés de bord de route, la puissance publique reste quand même un financeur. Quand vous allez faire le marché, souvent au départ, il y a la puissance publique qui fait l'infrastructure. Après, les mamans font le marché toute l'année, etc., sans forcément la puissance publique derrière. De la même façon, on peut avoir plein d'autres structures qui se financent en partie par la finance publique. Mais on a aussi beaucoup de choses qui sont maintenant privées, comme l'épargne solidaire, qui existe à l'échelle mondiale et évidemment en particulier en France. C'est quoi l'épargne solidaire? Alors, l'épargne solidaire, grosso modo, il y a deux mécanismes. D'une part, vous pouvez épargner, mais vous demandez à ce que entre 25% et 100% des intérêts de votre épargne soient versés à ce type d'association. Donc on fait don des intérêts. C'est ça, on fait don des intérêts, ça c'est une première chose, ou d'une partie des intérêts. Et l'autre façon de le faire, c'est d'épargner, mais dans des fonds qui directement vont aller à des entreprises spécifiques, ça a été dit pour la loi 2014, ou des associations, qui vont pouvoir emprunter cet argent-là. Alors c'est pas forcément le plus rémunérateur, faut être honnête, mais l'idée quand même de plus en plus de populations préfèrent mettre leur argent non pas en bourse, où là où ils peuvent gagner effectivement un peu plus, mais où il n'y a pas l'utilité sociale, l'utilité environnementale n'est peut-être pas garantie, et de mettre dans ces fonds-là, ça permet quand même d'être sûr que son argent soit utilisé d'une meilleure façon pour que la société progresse. Et ça existe en Nouvelle-Calédonie, l'épargne solidaire? Oui, ça existe. Toutes les grandes banques l'ont. Donc du coup, c'est pas forcément des choses qui sont proposées de prime abord comme ça, mais vous pouvez, si vous êtes dans une grande banque en Calédonie, vous pouvez demander spécifiquement à épargner du coup de manière solidaire. Juste pour donner un ordre d'idée, à l'échelle de la France, l'épargne solidaire c'est 20 milliards d'euros, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Sauf que si vous le rapportez à toute l'épargne des Français, vous êtes à 0,33%. Ah oui, donc c'est vraiment minime. Très peu, mais ça progresse vite. La progression entre 2019 et 2020, c'est plus 33%. Donc là, effectivement, il y a des progressions à 2 chiffres, mais c'est encore très peu par rapport à ce qui peut être fait et envisagé, évidemment, pour l'épargne solidaire. Alors, un autre mode de financement dont on entend plus souvent parler en Nouvelle-Calédonie, c'est le microcrédit. Oui, effectivement, le microcrédit existe en Calédonie. Bon, on a la DI, NCI, etc. Le microcrédit, il faut comprendre. L'idée derrière, c'est
qu'on arrive à prêter à des gens qui, s'ils allaient à la banque, n'auraient pas ce prêt. Après, ce n'est pas forcément prêter des grosses sommes. Les prêts, si vous feuilletez les rapports d'activité de ces établissements-là, les prêts, ça peut être 100 000 francs. Hein. C'est pas beaucoup, mais ça permet à certains de créer leur propre emploi, acheter une machine à coudre et faire des robes, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qui a un impact très direct sur l'économie calédonienne. Et après, à l'échelle mondiale, il y a notamment aux États-Unis des cursus à l'université pour faire ça, où les gens arrivent à... Comme pour apprendre à trouver des financements, c'est ça ? Apprendre à trouver des financements, comment se financer, et créer des activités et des choses dans les quartiers difficiles aux États-Unis, ou alors des écoles à l'échelle mondiale, aux Asie, en Afrique, etc. Avec des financements privés. C'est ça. Merci Samuel pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez prochainement la revoir sur notre site caledonia.nc. Bonne soirée sur Calédonia.